Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc je reviens à ce que je viens de me raconter. Donc en hexadécimal, base 16, quelle est la valeur de la différence CBD moins BAC? Donc là, effectivement, on pourrait tout repasser en décimale. Donc je répète, vous convertissez CBD en décimale, vous convertissez BAC en décimale, hein, vous faites la soustraction et vous revenez en hexadécimal. Donc ça, c'est une possibilité. C'est voilà. Pas la meilleure solution, mais à mon avis, ça fonctionne quand même, ça permet d'y répondre. Alors, l'autre possibilité, c'est tout simplement de réfléchir à la soustraction. Comment vous faites les soustractions? Eh bien, vous commencez par le chiffre de droite. Alors ici, c'est une soustraction qui est quand même très facile, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc D, en l'occurrence, donc A, je rappelle, ça fait 10, donc B, c'est 11, C, c'est 12, et D, c'est 13. Et ici, on a C. Donc, si je fais D moins C, donc là, ça fait du 13 moins 12, et bien, ce que j'obtiens sur le premier chiffre, justement, de cette soustraction, c'est un 1. Même chose, entre B et A, donc A, c'est 10, B, c'est 11. Donc, deuxième chiffre, je fais 11 moins 10, ça me donne 1 également. Et puis, on vérifie quand même pour le dernier. C, c'est donc 12 moins 11 ici, ça me fait du 1. Donc la bonne réponse ici est la réponse D. On est d'accord là-dessus? Pas de questions? A priori, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc la bonne réponse ici est la réponse D. Donc je vous laisse comptabiliser les points que vous avez là-dessus. Ok, deuxième question. Deux entiers positifs ont pour écriture en base 16 A7 et 84. Ici, on nous pose la question, quelle est l'écriture en base 16 de leur somme? Alors notez que faire une somme, c'est plus facile qu'une soustraction, et vous voyez que cette question somme est après la soustraction. Donc ça veut dire, si je dis ça, c'est qu'il faut quand même faut pas comment dire, perdre ses moyens quand on voit une question qui est compliquée. Le mieux, c'est quasiment de la sauter directement, et puis de voir ce qui est réalisable tout de suite. Donc ici, je dois faire une somme en base 16. Donc j'ai 4 et 7. 7 et 4, ça fait 11. Et en hexadécimal, 11, ça me fait donc du B. D'accord? D'ailleurs, avec juste cette opération-là, je sais que la bonne réponse, c'est la B. Mais on va quand même vérifier la suite. Hein. Donc ensuite, A, c'est 10. 8, ça fait donc 10 et 8, ça me fait 18. Alors attention, 18 en base 16, eh ben, c'est pas qu'un seul chiffre. D'accord? Donc j'ai un 16 qui va me donner un 1 sur le chiffre avant. Et une fois que j'ai pris ce 16-là, il me reste 2. Donc si je code en fait en hexadécimal 18, ça me fait du 1, 2. Alors tout ça évidemment en décalant tous les chiffres, hein, parce que ici c'est le troisième chiffre. Donc la bonne réponse, c'est bien 1, 2B. C'est-à-dire la réponse B à la question A2. Je regarde de l'autre côté, pas de question, ok. Donc vous me coupez hein, s'il y a une question, s'il y a le moindre problème. Ensuite, quelle est l'écriture en binaire en complément à 2 sur 8 bits de l'entier négatif moins 7? Alors, là, ici, il faut le faire concrètement. Hein. Donc, si vous codez d'abord, d'abord 7 en binaire, 7 c'est 4 plus 2 plus 1, donc c'est 3, 1 à droite. Hein. Donc il faudrait que je prenne un petit... Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, tiens. Pour la question A1 par exemple, ou la question A2. Bon, alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous en servir directement en cours, hein, en épreuve, parce que, évidemment, vous n'avez pas le droit à ce genre de choses-là. Mais je tiens quand même à vous montrer quelque chose, à savoir la calculatrice de Windows. Hein. Donc on a beaucoup de... Alors théoriquement, quand vous arrivez, vous avez cette calculatrice-là. Si vous voulez l'utiliser en tant que, pour les sciences, pour avoir un certain nombre d'opérations, notamment en maths, vous mettez en mode scientifique, où vous avez un certain nombre de fonctions qui sont intéressantes. Il y a un troisième mode, ici le mode programmeur, qui est très intéressant pour ce genre de questions, parce que vous voyez, hop, excusez-moi, on a la possibilité justement d'écrire les choses en différentes bases. Donc pour la première, je me mets en hexadécimal. Donc vous voyez, vous avez les lettres qui apparaissent ici, et je donc peux faire ce calcul. Hop, moi je ne vais pas y arriver, CBD moins BAC.
égale, clac, et vous voyez que j'obtiens le résultat ici, alors en hexadécimal, et vous voyez que j'ai toutes les conversions justement possibles. Donc pour le deuxième, hein, si je fais A7 plus 1, hop là, excusez-moi, plus 8, 4, égale, voilà, donc je l'ai en hexadécimal, ici 1, 2b. Alors ici, même chose, je vais me servir cette fois-ci donc du binaire, donc il faut que je me mette en décimale, donc je vais écrire 7 en décimale, donc en binaire, je répète, ça me fait 0, 1, 1, 1, alors ici, parce que c'est codé sur 4 bits, nous on est sur du 8 bits, hein, donc il faut rajouter 4 zéros à côté. Hein. Donc si je prends, je vais lancer juste un petit fichier Word rapidement. Si j'écris 7 donc sur 8 bits, excusez-moi, il faut que ça démarre, j'aurais dû le lancer avant. Hop, donc on va se mettre ça dans une équation. Si j'ai 7, que je veux l'écrire donc sur 8 bits, c'est... non, alors attendez, 1, 2, 3, 4, je vais mettre un petit espace entre les deux, 1, voilà. Ça, c'est pour justement du... Alors, je vais faire un petit peu de mise en page, excusez-moi. Ça, c'est du binaire de base. Donc, je rappelle la méthode. Si je veux, du coup, du moins 7, d'accord? Alors, la première possibilité, qui à mon sens est la plus simple, c'est de passer d'abord par le complément à 1. Le complément à 1 de cette écriture-là en binaire, j'intervertis tous les bits, d'accord? Hop, je mets l'espace. Et ça, voilà ce que j'obtiens. Ici, ça c'est cette écriture en complément à 1. Hop, on a noté de cette manière-là en classe cette année. Et je rappelle que à partir de cette écriture-là, si je veux la même en complément à 2, ce que je dois faire, c'est rajouter 1 à cette écriture. Et rajouter 1, ça revient à juste mettre ce dernier bit là. Voilà. Donc la bonne réponse ici, si je regarde, c'est donc la réponse, c'est pas celui-ci, c'est donc la réponse D. Ok? Alors je rappelle qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est de calculer 2 puissance 8 moins 7. 2 puissance 8 moins 7, vous le calculez tout ça en décimale, et vous le convertissez en binaire, et ça vous donne exactement également cette réponse-là. Ok? Bon, donc j'avance. Hein? Donc ça, a priori, il n'y a pas de problème. Ensuite, quel est le plus grand entier positif non signé représentable en binaire sur 2 octets, c'est-à-dire 16 bits? Alors, je rappelle que sur un bit, pardon, on a 2 possibilités. Donc, je vais l'écrire pareil de l'autre côté. Hein. Tac, tac. 1 bit, ça me donne 2 possibilités. Donc, j'ai perdu le stream, c'est ça? J'ai perdu le stream. Je le relance. Donc, je vous demande de le rejoindre, s'il vous plaît. Rapidement, voilà. Mais je continue ce que je raconte. Hein. Donc, si j'ai ici 2 octets, c'est-à-dire 16 bits, ça me donne exactement 2... Alors, il faut que je mette ça... Tac, 2 exposants 16 possibilités. Attention, c'est 2 exposants 16. Ça, c'est le nombre de possibilités. Et après, c'est juste un petit problème. Alors, j'ai un vrai problème de stream, je suis désolé. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. J'ai l'impression que le stream avec Word, ça passe pas très bien en général. Ok, 12, donc c'est bon, j'avance. 2 puissance 16 possibilités, soit donc des entiers de, attention, on commence toujours à 0, de 0, donc à 2 puissance 16 moins 1. Hop, puisque si je commence à compter à partir de 0, le plus grand entier, c'est donc 2 puissance 16 moins 1.
Donc, par rapport à notre sujet, la bonne réponse, c'est la réponse C, c'est donc celle-ci. On est d'accord tout le monde pour l'instant? Ah bah tiens, Ewan est là. Bonjour Ewan, je vous enlève votre absence. Voilà, donc il faudra rattraper, Erwan, ce que j'ai raconté. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai raconté en début de séance, du coup, sur l'interview. Ok? Bon, très bien alors, parfait. Donc je continue. Allons-y, on en est là. Quel est le nombre maximal de bits du produit de deux entiers positifs codés sur 8 bits? Alors là, c'est pareil, hein, en fait, il faut quand même un tout petit peu réfléchir. Alors, on l'a fait pas forcément sur 8 bits parce que c'est un peu long, mais il faut aller voir justement comment on fait une opération en... comment dire, une multiplication en binaire. Alors, je vous rappelle que, alors je vais essayer de la faire, je vais avoir des petits problèmes de mise en page, c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça sur... hop. Mais si je fais ce produit-là, voilà. Donc là je vais rajouter un petit espace. Ici il faut que je mette un trait. Donc je vais utiliser une forme, mais bon voilà, c'est le gros problème de Word. Hein, donc voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que je dois faire pour faire cette multiplication? Donc je rappelle, je prends chacun des chiffres, je multiplie par tout le monde ici. Hop. Donc la première chose, 1 fois tout le monde, ça fait 1, 1, 1. Je rappelle juste ici la méthode. Hein. Ligne suivante, je rappelle, on va décaler les choses d'un rang vers la gauche et je multiplie tout par 1. Donc ici, ça me fait 1, 1, 1, 1. Excusez-moi pour la mise en page, je vais aller le remettre correctement au bon endroit. C'est comme ceci, a priori. Donc je décale de 1. Et si je continue comme ceci, en fait, au final, je vais décaler, ici, je vais décaler de 4 rangs vers la gauche, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. De 4 rangs vers la gauche, et donc j'ai au total, ici, maximum 8 bits. Alors on peut se poser quand même la question, est-ce que c'est pas possible d'avoir un overflow quand je fais cette chose-là? C'est-à-dire que quand j'ai 8 bits plus 8 bits, hein, j'ai une possibilité d'atterrir à la 9e, d'avoir un overflow qui arrive sur le 9e bit. Alors quand je fais ce produit-là, en fait, c'est le produit maximal que je puisse faire justement sur 4 bits ici. Donc il faut l'effectuer, ce calcul-là. Si vous l'effectuez de toute manière, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'overflow sur ce produit maximum. Donc quand j'ai du 4 bits au départ, au maximum, alors ici il y a des choses, il y a... Entre les deux, il se passe pas mal de choses, hein, il y a pas mal de calculs à faire. Mais à la fin, ce que je sais, c'est que j'ai 8 bits, hein, max. Et donc, si je fais la même chose avec du 8 bits, je vais décaler de 8 rangs vers la gauche. Donc, ça me fait 8 et 8, 16 bits maximum. Alors, c'est là où on va utiliser, vous voyez, pour l'overflow. Hein. L'overflow, on pourrait peut-être passer potentiellement à 17. Or, 17 ne fait pas partie des possibilités, donc la seule possibilité qui est ici, qui est la bonne, c'est la réponse B. Ok? J'espère que vous avez compris ce que j'essaye de raconter. Et dernière question, qui est assez intéressante également, en fait, alors on peut réfléchir juste sur des petits nombres, ça suffit. Mettons que j'ai une écriture binaire. Donc je prends une écriture binaire pas trop compliquée, par exemple je vais prendre celle-ci, hein. Celle qu'on avait tout à l'heure c'était 7, d'accord? Je pourrais même écrire cette chose-là comme ceci. Question, si je rajoute un 0 sur cette écriture à droite, qu'est-ce que ça fait par rapport à mon nombre? Alors ici c'est un petit peu la connaissance, on va dire de la bonne maîtrise justement des écritures binaires. Alors, on l'a vu en réalité, hein, parce que quand on a travaillé sur les écritures, alors, je dirais décimales, mais c'est un abus de langage, il faut prendre ça décimal entre guillemets, mais les écritures binaires avec des nombres, avec des chiffres après la virgule. On a déjà vu, notamment quand on a travaillé sur le codage des flottants, que multiplier par 2 ou diviser par 2, ça revient à décaler justement la virgule d'un rang vers la droite ou vers la gauche.
Donc ici, rajouter un 0, ça revient à décaler la virgule d'un rang vers la droite cette fois-ci, et du coup, ça revient à multiplier mon nombre par 2. Donc vous pouvez s'en rendre compte concrètement, hein, mais ici, j'ai donc du 0 à cet endroit-là, donc ça c'est 2, ça c'est 4, ça c'est 8, 8 et 4, ça fait 12, et 2, ça fait 14. Donc vous voyez, cette écriture-là en binaire, c'est 14, alors que celle que j'avais avant, juste avec 3, 1, c'était 7. Donc ça revient bien à multiplier par 2. Ok? Donc là, je prends un petit exemple justement avec peu de bits, et ça me permet tout simplement de comprendre ce qui se passe. Si je décale de 3 rangs, donc si je rajoute 3 zéros à droite de mon écriture en binaire, j'ai multiplié par 2 et par 2, et donc au total, j'ai donc multiplié par 8. Donc la bonne réponse, c'est la B. Ok? Alors, je vous rappelle qu'en termes de notation, donc on a terminé le premier thème. Donc, vous devez faire le total, justement, de votre thème. Hein, vous aviez donc 6 questions. 6 questions. Je vous invite à faire le total sur le thème A et puis de voir quelle est la note que vous avez pour ce thème. On est d'accord? C'est clair pour tout le monde? Là, ici, donc vous devez faire un sous-total sur 6. Je n'ai pas de réponse. C'est bon, merci Bilal pour avoir répondu. Ok, c'est fait, très bien. Donc vous faites un sous-total. Alors c'est pas des points entiers, hein. Je rappelle que si vous êtes négatif sur le thème, bah, vous avez 0 sur 6 sur ce thème-là. On est d'accord? C'est bon? Ok, pas de problème. Je passe au thème numéro 2. Alors, en fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ça va vous permettre de, comment dire, de voir quels sont les domaines que vous maîtrisez moins bien par rapport à d'autres. Ok? Notamment si vous n'avez pas 3 sur 6 à cet endroit-là, je pense que c'est peut-être un thème à revoir. J'avance pendant ce temps-là. Ok, on passe au thème B. Donc le thème B, les types construits. Alors type construit, ça veut dire qu'on va parler en gros de listes et de dictionnaires. Alors il y avait les PUPLE aussi, mais les PUPLE c'est quelque chose qu'on manipule assez facilement en Python. Alors, première question, qui à mon avis n'est pas du tout la plus facile, qui mériterait d'être la dernière. Ah, quelqu'un qui parle. Bonjour monsieur, désolé du retard Enzo. Alors bonjour, il n'y a pas de S Enzo. Désolé, il y a des accents. Mais je vous excuse Enzo, je vous laisserai vous mettre au courant de ce que j'ai raconté sur notre rencontre avec un professionnel de l'informatique. Et je vous laisserai regarder sur Pronote le travail que je vous ai donné à faire pour jeudi. Donc on est en train de faire la correction du sujet numéro 1 que vous avez fait jeudi, Enzo. Donc j'enregistre pendant ce temps-là, donc vous pourrez revoir. L'objectif, c'est que vous vous notiez individuellement et que vous alliez justement voir quelles sont les notions qu'il faudrait retravailler avant d'arriver pour l'année prochaine. Donc là, on est passé, on n'a fait que le thème A. Donc j'arrive au thème B. Donc on veut affecter à t la valeur blablabla. Donc là, il faut réfléchir à ce qu'on obtient. Donc ça, je rappelle ici, ce qu'on a, c'est une liste de listes. D'accord? Donc les crochets extérieurs me disent que c'est une liste et chaque élément de ma liste est une liste de 3 éléments. Ok? De 3 entiers même exactement. Et donc la question ici, c'est une question sur les listes en compréhension. Question qui n'est pas évidente, d'autant plus que c'est une liste en compréhension double. D'accord? Pour créer une liste de listes. Alors ici, la question, elle est quand même pas si compliquée que ça, puisque en fait, on nous demande quelle est la formule. En fait, c'est presque une question d'algorithmique. Par quoi on doit remplacer les pointillés ici pour obtenir exactement cette liste-là. Ok? Alors il y a une possibilité, c'est de tester les premières valeurs et de voir ce que ça donne. Notamment si je fais i fois j plus j. Alors, je ne vais pas épuiser toutes les possibilités, mais en tout cas, moi je vais vous montrer comment j'ai raisonné et qu'est-ce que j'ai raconté. En fait, ce que je veux obtenir ici, donc c'est pour premier passage, j vaudra 0.
Donc la question, c'est l'indice I, l'indice J, à quoi il va correspondre. Le J, vous voyez, c'est du range de P, donc du range de 3. Donc il y a combien de valeurs? Il y a 3 valeurs pour la valeur J. Donc le J, ça va être l'indice qui va me permettre de construire, en fait, à l'intérieur de chacune des listes. Et ensuite, le I va correspondre à chacun des éléments correspondants ici sur la liste extérieure, si vous voulez. D'accord? Parce que j'en ai 5. Voilà, N vaut 5 et P vaut 3. Donc, dans cette formule, ici, J va varier de 0 à 2 et I va varier de 0 à 4, je rappelle. Hein. Donc, notamment pour J est égal à 0 et pour I est égal à 0, ce que je veux obtenir, c'est... Alors, excusez-moi, pour I est égal à 0, en faisant varier J, ce que je veux obtenir, c'est 0, 1, 2. Donc, c'est quelque chose plus J. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'élimine la D et j'élimine la C directement. D'accord? Pour obtenir du 0 à 1. Et après, en fait, il faut aller voir justement dans ces formules. Vous voyez que ici, j'ai varié de 1 en 1, ça c'est mon indice J. Et après, vous voyez, le 0 par rapport au 3. Ici, je vais partir 3 rangs à côté. Donc en fait, moi ce que je m'étais dit, c'est que la formule à rentrer, j'aurais rentré 3 fois I plus J. Donc je rentre cette formule-là, j'obtiens exactement ce que je veux. Donc il faut vérifier, pour I est égal à 0, si je fais du 3 fois I plus J, J variant 0, 1, 2, ça me fait 0, 1, 2. Et quand je passe à I est égal à 1, 3 fois I plus J, ça va me donner du 3, 4, 5. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Sauf que 3 fois I plus J, moi, je ne l'ai pas. Et en fait, si je regarde parmi les propositions, 3 fois I plus J, c'est exactement celle-ci. Donc, c'est la réponse B. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de raconter? Honnêtement, c'est une question compliquée. Hein. Enfin, c'est pas une question compliquée, c'est pas la plus dure, hein, mais c'est pas la plus facile, loin de là, sur les listes. Ok, très bien. Donc je continue, les autres vont aller beaucoup plus vite. Alors ici, on considère le script suivant. Donc T est égal à une liste 2, 8, 9, 2. Et T de 2, alors attention, en fait, la seule erreur que vous pourriez faire, c'est d'oublier qu'on commence à compter à partir de 0. Donc T de 2, ça c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Donc T de 2, c'est cette valeur-là. Donc T de 2 égale T de 2 plus 5, ça veut dire que je vais rajouter 5 à cette valeur-là, j'obtiens 14, et donc la bonne réponse, c'est la B. Ok, j'avance. Alors ici, on a donc un script. Alors là, c'est un petit peu plus... c'est toujours pareil, on a un petit morceau de script, et la question, c'est que contient la variable M à la fin, justement, de l'exécution. Alors, ici, attention qu'on soit bien clair sur le vocabulaire. Je ne pose pas la question, mais... enfin, non. Le sujet ne pose pas la question, mais il faut bien le comprendre. Ce que j'ai ici, c'est une liste de... alors, c'est des PUplets, mais bon, ce qu'on appelle un doublet. Hein, donc, il y a 2 valeurs. C'est pas du tout un dictionnaire ici, même si ça y ressemble. Donc, ce que j'ai, c'est donc cette chose-là, et je fais M est égal à année 2019, donc ça c'est cette variable-là. Crochet 0, ça veut dire que je vais prendre le premier élément. Le premier élément, justement, de mon année 2019, de ma variable qui s'appelle année 2019, c'est cette chose-là. D'accord? Et je dois prendre, dans cet élément, celui d'indice 1. Attention, pas se tromper, 0, 1, donc ça, dans M, ça vaut 6. Ok? Donc M vaut 6. Et ensuite, je parcours donc for moi in année 2019. 2019, c'est une liste, donc c'est un objet itérable, donc je peux parcourir en fait directement la liste. Donc pour moi in année 2019, moi va prendre cette valeur-là, va prendre ensuite cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là. D'accord? Donc moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un doublé. Donc j'ai 2 valeurs, systématiquement. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit if m, donc pour l'instant ça valait 6, est strictement supérieur à moins de 1. Donc moi, je rappelle, c'est les 2 valeurs. Donc moins de 1, c'est donc la deuxième. Ok?
Donc si m est strictement plus grand que moins de 1, sous-entendu, en fait, il faut le lire dans l'autre sens. Si moins de 1 est strictement inférieur à m, ben, qu'est-ce que je fais? Je remplace m par la valeur moins de 1. C'est-à-dire que je vais tester ce truc-là. Est-ce que c'est plus petit que ma première valeur? La réponse au début, c'est non. Le deuxième, est-ce que c'est strictement inférieur? La réponse est non, donc j'ai toujours 6. 12, c'est pas strictement inférieur, je ne bouge pas. 20, 23, 25, ici, ça ne bouge pas, en fait. Hein. Donc, en réalité, peu importe les valeurs numériques, mais ce que je récupère dans la variable m à la fin, c'est tout simplement la valeur minimale des deuxièmes valeurs dans mes doublés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la température minimale moyenne. Donc c'est la température moyenne la plus basse, c'est-à-dire la réponse C. Ok? En fait, alors c'est dans la partie type construit, mais en fait derrière il y a un algorithme de recherche du minimum, tout simplement, ce qu'on a vu en algorithmique à la fin. Ok? Allons-y, ça c'était la B3. B4, donc ici beaucoup plus simple. Alors T, attention, ici c'est pas une liste, c'est un tuple. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc c'est un quintuplet. Et on fait R égale T de 3 moins T de 1. Donc ces objets, ils sont également... on accède aux éléments avec leur index, ça s'appelle. Donc T de 3, attention, je commence toujours à 0. 0, 1, 2, 3. T de 3, c'est 12. Moins T de 1, 0, 1, c'est 6. 12 moins 6, ça fait donc 6. Et donc la bonne réponse est la réponse D. Alors pour la B3, pas de problème. La B3, la bonne réponse, c'est la C, Lilia. De rien. Et pour la suivante, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de l'exprimer, puisque des fois, moi je vous dis très clairement, il y a quelques questions, enfin, par cœur, incapable d'y répondre. Soyons clairs, je vais être honnête avec vous, vous verrez ça plus tard. Très bien, donc pour la B4, je rappelle, c'est la D. Notons que ces questions-là, elles sont quand même beaucoup plus faciles que les précédentes. Alors, question B5, cette fois-ci, donc on a un dictionnaire, donc là c'est clairement explicité. Donc, quelle est la valeur de l'expression D.keys? Alors, il y a quelque chose que je voudrais dire quand même, c'est que dans la plupart des questions, même si vous n'avez qu'une maîtrise partielle en fait des notions, le fait d'être sur un QCM, ça vous permet très clairement de savoir quelle est la bonne réponse, sans forcément connaître les choses parfaitement. D'accord? Donc moi je vous avouerai que quand j'ai lu ce premier sujet, j'étais quand même globalement très rassuré sur la... Enfin, bon, vous n'avez pas passé l'épreuve, donc la question ne s'est pas posée cette année, mais sur la préparation que vous avez pu avoir. Alors, je ne veux pas me lancer des fleurs, parce que ce n'est pas mon objectif, c'est pas du tout ça, mais c'est toujours très compliqué la première année de savoir où placer le curseur, si vous voulez, entre quelles sont les notions que vous devez vraiment maîtriser, et est-ce que vous êtes capable de répondre correctement au sujet de 3C. Donc on avait un sujet 0, bon, il valait ce qu'il valait, mais bon, maintenant, je trouve que, bon, si vous aviez passé l'épreuve, en tout cas, moi j'avais ma conscience tranquille sur le fait que vous étiez tout à fait capable de répondre aux questions. Pas forcément à toutes, évidemment, parce qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles, mais bon, ça fait partie de l'épreuve, il faut faire avec. Donc, je reviens à mon dictionnaire. Quelle est l'expression, la valeur de l'expression D.keys? Alors, si vous connaissez un tout petit peu le dictionnaire, je veux dire pas grand-chose. Donc, un dictionnaire, il y a des clés, il y a des valeurs. Donc, les clés, c'est les premières valeurs. Enfin, je ne peux pas dire les premières valeurs, mais en fait, à chaque fois, on a donc un dictionnaire, c'est une association de deux données, on va dire, quelle qu'elle soit. D'un côté, j'ai une clé, c'est-à-dire le nom de la donnée. De l'autre côté, j'ai la valeur, c'est-à-dire la valeur correspondante. C'est comme ça qu'il faut le penser. Et donc, les clés, D.keys, c'est donc les premières valeurs. Donc, si je fais D.keys, c'est couleur, taille et marque. Donc, la bonne réponse, c'est la A. OK.
Je continue sur B6, qui est alors là la question la plus facile. Je ne vois pas pourquoi c'est pas la première question. Donc vous voyez, il faut vraiment être... il y a des questions difficiles, c'est pas grave. Moi, je vous avouerai que... Alors, on prend toujours les questions linéairement, mais ça sous-entend qu'on maîtrise quand même un minimum le sujet. Si je me mets dans la place d'un cancre, je ne citerai personne évidemment, mais je veux dire, si on regarde dans la méthode efficace, je rappelle que le cancre n'est pas un mauvais élève, hein. Le cancre est un bon élève, mais c'est celui qui fait le minimum possible pour obtenir un résultat acceptable. Sous-entendu, au moins la moyenne. Donc le cancre, ici, eh ben, il prend les questions directement, il va regarder celles qui sont très faciles. Celle-ci, très clairement, c'est la première sur laquelle je réponds. Donc on définit L est égal à cette liste-là, donc ça c'est décroché. Donc voilà, quelle est la valeur de L de 2? Honnêtement, cette question, c'est vraiment du gâteau. 0, 1, 2, donc la seule possibilité, pareil, c'est de penser qu'on ne commence pas à partir de 0 et on commence à partir de 1. 0, 1, 2, donc la bonne valeur, c'est 10. Réponse C. Ok. Ok, je vous laisse faire le sous-total, justement, et j'espère que sur cette partie-là, vous êtes à peu près avec des notes correctes. Ok, vous pourrez faire les sous-totaux. Je vous rappelle que si vous êtes négatif sur cette partie, vous mettez 0 sur 6. Au thème numéro B. C'est bon? Voilà. Bon, j'arrive au thème numéro C. Traitement de données en table. Alors d'ailleurs, bon, les premières questions. Alors moi, très clairement, vous voyez, typiquement la question C1, je vais être honnête, c'est le genre de question, avec le cours que je vous ai fait, bah, vous n'êtes pas capable d'y répondre. Ok, donc bon, je suis désolé. Bon, maintenant, je le verrai pour l'année prochaine. C'est surtout la question exposant 3. Quand je prends une liste exposant 3, là, ici, enfin étoile 3 plutôt, c'est étoile 3, pardon. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Alors, en fait, quelqu'un qui est... cet opérateur-là, en tout cas, on ne l'a pas utilisé et on ne s'en s'est pas servi. Donc, sur cette question-là, je vous avouerai que j'ai pas tout à fait fait mon job. Et parce qu'on s'en sert pas très souvent. Sauf pour des initialisations comme ceci. Et il s'avère que cette année, on n'en a pas eu besoin du tout à aucun moment. Cependant, ça existe. Donc il y a deux solutions. Soit vous avez un peu de culture, auquel cas vous répondez à cette question. Soit vous ne savez absolument pas, auquel cas je vous invite à ne pas répondre du tout. Là, je parle de stratégie. Soit sinon, vous connaissez quand même un tout petit peu les listes en compréhension et vous connaissez la syntaxe. Donc, en fait, moi, je peux répondre à cette question-là si vous testez sur Python, par exemple. Hein, il n'y en a qu'une seule dont la syntaxe est bonne. Donc, en réalité, même sans savoir cette chose-là, mais bon, ça demande quand même de l'analyse, même sans savoir ce que ça fait ce truc-là, il n'y en a qu'une seule dont la syntaxe est correcte. Et la bonne, c'est la A. Alors pourquoi? Parce que quand je fais une liste en compréhension, je fais une expression for i, in, blablabla. Donc vous voyez, celle-ci, elle n'est pas dans le bon ordre, c'est la même que la première, sauf que c'est pas dans le bon ordre. Celle-ci, ici, for in, range 4, il faut décrocher à l'extérieur, donc celle-ci ne marche pas, et celle-ci, elle est encore plus absurde, elle n'a aucune raison d'être. Hein. Donc la seule qui est bonne, c'est la réponse A. Donc, en réalité, quand je dis que j'ai pas fait mon job, bon, voilà, j'ai à moitié fait mon job. Bon, il faudrait quand même voir ce que ça fait justement ce x3, et pour ça, bah, il faut juste aller le tester dans une console Python. Donc, bon, bah, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi des choses. Alors j'ai lancé Spider, on va tester cette chose-là, hein, mais donc effectivement, l'idée c'est que ça va me faire ici une liste avec 3 zéros. Donc on peut le tester, hein. J'ai testé moi la dernière fois. Alors, voilà. Donc la console suffit largement.
Donc ça, c'est ce que vous aviez à faire pour le dernier TP. Clac. Donc si je teste ça, vous voyez, le 0 fois 3, en fait, ça me fait 3 0. Bon, donc c'est une technique qui permet d'initialiser à 0, ça peut être intéressant. Alors juste pour étayer mon propos, vous pouvez tester, faire des copier-coller des autres. À chaque fois, il vous dit que là, il y a un invalide syntaxe, hein, systématiquement. Ça, c'est sur le deuxième. Sur le troisième, comme ceci, clac. Hein, donc, voilà, invalide syntaxe. Donc, en fait, cette question, elle peut être perturbante au début parce que, enfin, on va dire, elle pose sur un point très technique du langage Python. Si vous voulez, il n'y a pas marqué dans le programme que vous devez connaître l'opérateur x3 pour des listes. Mais ce qui est clair, c'est que dans ces trois... Dans les 4 réponses, en tout cas, la seule qui est juste d'un point de vue de la syntaxe, c'est celle-ci. Bon, ok. Bon, maintenant, vous connaissez hein, que le x3 permet de répéter en réalité plusieurs fois la même opération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de raconter? Parce que celui-ci, à mon avis, est une question difficile. Enfin, fait partie des questions les plus difficiles du sujet. Ok, qui connaissait justement le x3 là, pour les listes? Alors, j'ai envie de dire JB, oui, ça c'est sûr. Et puis pour les autres, je suis peut-être un peu moins convaincu. Ok. Ah bon, Tilan également, oui, ça ne m'étonne pas. Donc maintenant, vous le connaissez. Vous voyez, donc de toute manière, c'est ça l'objectif. Hein, c'est avant de faire les épreuves, on s'entraîne. Et bon, si vous aviez passé honnêtement l'épreuve, moi ce sujet-là, je l'aurais volontiers choisi. Hein. Mais bon, après, il y en a quand même 50, hein, donc il faut quand même tous les éplucher, c'est un peu compliqué. Bon, j'avance. Question C2. On définit contact, blablabla. Ok, donc ça, je ne pose pas... Enfin, ça n'est pas marqué, mais ce qu'on obtient ici, c'est un dictionnaire. Les clés sont des noms. Les valeurs sont des adresses, mail. Voilà. Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte hein? Donc là, c'est une question de vocabulaire. Chloé est une valeur de la variable contact. Alors attention, les premiers trucs, ce sont des clés, je rappelle, et les deuxièmes sont les valeurs correspondantes. Chloé, donc la première, c'est faux, parce que Chloé, c'est une clé. Chloé est une clé de la variable contact, ça c'est juste. Ensuite, on nous parle d'attributs et de champs. Attributs et de champs, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout dans ce contexte-là. D'accord? C'est hors sujet, enfin, clairement ici. Donc la bonne réponse, c'est la B. Ok, j'avance. Ici, on a une liste de PUPLE, donc représentant des informaticiens et informaticiennes célèbres. Alors j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, elle mêle à la fois un contexte historique et à la fois un contexte en Python. Donc ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Le premier élément, ils sont blablabla, donc on nous décrit effectivement cette chose-là. Et on nous définit une fonction, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un TP, on avait fait exactement la même chose. Je vous donnais une fonction, et puis après, la question, c'était à quoi sert cette fonction? Donc ici, il faut aller la voir. Donc on a une fonction qui prend donc une table, c'est-à-dire une liste en arguments. Donc mystère est une liste qu'on initialise vide. Donc for line in table, je rappelle, table étant une liste, elle est itérable. Donc ligne, donc for line in table, c'est ligne va prendre successivement chacune des valeurs des PUPLE justement contenues dans ma liste. Hein. Ok, donc ligne étant un PUPLE, ligne de 2 égale F, ligne de 2, 0, 1, 2, c'est donc évidemment la partie correspondant au sexe de la personne de l'informaticien. Donc si ligne de 2 est égale à F, donc on va sélectionner à l'intérieur juste les personnes de sexe féminin. On mystère.append, donc ça veut dire que je vais rajouter à ma liste ici qui était au début vide, ligne de 1. Donc ligne de 1, attention, 0, 1, donc ce que je vais donner c'est le nom. D'accord ? Donc, que vos fonctions mystères de table, ce que je récupère, en fait, c'est le nom des informaticiennes. Donc, le nom des informaticiennes, on en a deux, Grace Hopper et Ada Lovelace. Donc, Hopper, Lovelace, c'est donc la réponse C.
Ok? Et j'en profite puisqu'on parle de cette chose-là. Alors je sais que Timothée, vous aviez, lors de votre présentation justement de la spécialité NSI, vous aviez fait référence à Je fais tes maths cette année. Alors a priori, sachez que vous continuerez à travailler sur cette exposition l'année prochaine. Alors je pense que j'aurai mes groupes de NSI qui vont travailler là-dessus. Alors pour la simple et bonne raison que le thème de l'année prochaine, ce sera sur les machines. Et sur les machines, évidemment, parler de machines et parler d'informatique, c'est quand même très... il y a énormément, beaucoup de liens à faire là-dessus. Donc là, vous avez beaucoup de noms qui sont très importants. Et donc, vous retrouverez dans l'exposition l'année prochaine, alors pour l'instant, ce n'est pas encore défini, on verra quelles sont les modalités, mais on aura beaucoup de machines et de travail à faire justement sur ces personnages-là. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse. Ok, question C4, allons-y, on continue. Donc j'ai un tableau, donc ce qu'ils appellent les tableaux, hein, c'est une liste ici. On souhaite accéder à la valeur 12, donc la valeur 12 elle est là. Donc c'est l'élément d'indice 0, 1, 2, 3 pour le premier, table de 3, c'est cet élément-là. Et si je veux obtenir 12, c'est donc table de 3 de 0. Donc la bonne réponse, et la réponse C. C, pardon. Hop, celle-ci. Ok? Bon, j'avance parce que là, franchement, les questions, elles sont très faciles. Au passage, entre le thème B et le thème C, il n'y a pas une grosse différence là dans les questions, hein, puisqu'on ne manipule que des listes et il n'y a pas de questions compliquées avec des jointures, des tris ou des choses comme ça. Donc C5, quelle est la valeur de la variable table à la fin de l'exécution du script suivant? Donc j'ai une liste avec tous ces éléments-là. Après, on fait table de 1 de 2 est égal à 5. Donc table de 1, c'est 0 ici l'indice. Ça, c'est donc table de 1. Et si je prends l'élément d'indice 2 à l'intérieur, 0, 1, 2, c'est donc cet élément-là. Ça, c'est table de 1 de 2. Et donc, si je l'affecte à 5, ça veut dire que je mets un 5 à cet endroit-là. Donc j'ai du 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vérifie quelle est la bonne réponse. C'est donc la réponse C. Ok? Allez, j'avance. On exécute le code suivant. Donc ici, j'ai une liste et on fait A.append de 4. Donc là, il faut juste savoir ce que ça fait. Alors ça, franchement, c'est une question qui est vraiment... c'est du cadeau. Ça rajoute 4 à la fin. Donc 5, 4, 3, 4, 7, 4. C'est donc la réponse C. On a une succession de réponses C d'ailleurs. Ok, je vous laisse faire le sous-total à cette partie-là. Ok, j'espère que vous êtes d'accord que ici, les questions ne sont pas très compliquées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le thème C, là, franchement, c'était du gâteau? Oui ou non? Qui est d'accord avec moi, qui trouve que la partie C, là, franchement, c'est 6 questions tranquilles? Alors que traitement du donné en table, ce qu'on a fait... Alors, vous voyez, le gros problème, c'est que, je répète, hein, c'est très difficile la première année de savoir où se situer. Bon, je vous ai fait faire des trucs beaucoup plus compliqués. Il y a des professeurs qui font faire des choses encore plus compliquées dans leurs cours. Bon, voilà, donc... moi, j'ai essayé de me situer en du pas trop facile, mais quand même pas du trop dur. Alors, vous voyez que de temps en temps, le juste milieu, pas toujours évident à placer le curseur, on va dire. Alors, voilà, on était sur les parties qui étaient faciles. Maintenant, on arrive sur les parties qui le sont peut-être un petit peu moins. Alors, c'est un peu moins facile parce que c'est les parties, justement, où, en fait, c'est le début du confinement. Donc, c'est la partie qui était un peu plus compliquée. Alors, sauf que cette partie-là, pour l'instant, en fait, ça, c'était le dernier TP que vous m'avez rendu, d'ailleurs, qui est sur Pronote. Hein. Alors, je dois vous dire que j'ai modifié un tout petit peu les coefficients, parce que, bon, il y a des choses qui ne sont pas bien passées cette année. Bon, vous n'êtes pas au courant, mais par rapport à l'évaluation, moi, je suis pas du tout satisfait cette année.
J'ai quand même baissé le coefficient parce que évidemment je voulais pas que ça remonte, vu que je comptais les notes qu'en bonus, je voulais pas que ça remonte excessivement les moyennes, on va dire. Donc j'ai quand même largement diminué le coefficient. J'en suis désolé, il y en a évidemment certains qui sont déçus individuellement, mais il faut savoir que nous, en tant qu'enseignants, on a une gestion de classe, donc une gestion dynamique de groupe. Donc sur les 26 élèves, en fait, il faut qu'au niveau des moyennes, globalement, ça ce soit à peu près cohérent. Donc j'ai diminué le coefficient. Voilà, je préfère vous le dire. Donc c'est pas la peine de venir râler, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc thème D, allons-y. Dans une page HTML, donc interaction entre l'homme et la machine sur le web. Alors c'est pareil ici, vous êtes tout à fait capable de répondre aux questions. Alors la question c'est, ça dépend comment vous avez fait les TP, si vous les avez fait individuellement, sérieusement, ou si vous avez fait un bête copier-coller que vous avez récupéré sur votre voisin, par exemple. Donc, dans une page HTML, lequel de ces codes permet la présence d'un bouton qui appelle la fonction JavaScript afficher réponse lorsque l'utilisateur clique dessus? Donc, on nous propose 4 possibilités. Bon, la première, très clairement, c'est un lien hypertexte, donc la réponse, c'est pas du tout cette chose-là. Donc évidemment, c'est la balise button. Alors après, sur la balise button, entre ces 3 possibilités, ben là, il faut s'en souvenir. Bon, donc si vous l'avez travaillé correctement, si vous vous souvenez un tout petit peu de ce qu'il y a à faire, ben, quand on veut cliquer sur un bouton et que ça appelle une fonction JavaScript, eh ben, c'est la réponse D qu'il faut utiliser. Voilà. Même chose, la première question est une question déjà très technique. Hein. C'est très technique parce que ça mêle HTML et JavaScript, donc on est sur des, voilà, sur des choses très précises. Question D2, elle est beaucoup plus générale. Parmi les langages suivants, lequel est exécuté sur le serveur lors de la consultation d'une page web? Alors on propose JavaScript, HTML, CSS, PHP, donc là c'est quasiment de la connaissance de cours. Alors, voilà. Bon, à votre avis, quelle est la bonne réponse? JB propose PHP. Enzo propose PHP. Est-ce que c'est une vraie proposition ou une copie de la précédente? Je ne sais pas. Bon. Une vraie. Ok, merci Enzo. J'aimerais bien avoir des propositions des autres, parce qu'en fait, pour moi... Oui, alors Jean-Baptiste, vous maîtrisez, c'est pas un problème, mais excusez-moi de vous dire ça, mais vous n'êtes pas une bonne référence pour moi pour avoir un curseur vis-à-vis du groupe. Ou alors je suis plutôt vers le niveau max, on va dire. Hein. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les autres sont capables de répondre à cette question-là? Pourtant, en fait, j'ai insisté quand on avait accès au sujet un peu largement en avance. J'ai largement insisté sur cette chose-là, justement. Donc j'ai fait un petit peu du bourrage de crâne. Mais bon, très clairement, voilà, c'est la bonne réponse, c'est PHP. Donc ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que JavaScript, c'est bien exécuté, mais c'est exécuté côté client, alors que le PHP est le seul langage, justement, côté serveur. D'accord? Et HTML et CSS, ici, c'est autre chose. HTML, c'est le langage de description du contenu, hein, et CSS, c'est le langage de mise en page du contenu. Donc ici, voilà, tout ça est d'ailleurs exécuté. Alors, quand on dit quel langage est exécuté, l'exécution, enfin bon, voilà, tout ça, ça se passe côté client. Le serveur, d'ailleurs, ne renvoie que des fichiers HTML qui sont exécutés et interprétés, d'ailleurs. Ils sont interprétés côté client de ce point de vue-là. Alors, question D3. En HTML, un formulaire commence par quelle balise? Alors là, franchement, c'est un peu du cadeau. Bon, c'est la réponse A. D'accord? Bon, celle-ci, elle ferme. Ça commence pas par cette balise-là. Ça, c'est un peu du gâteau. Hein. Donc je passe rapidement. Question D4, dans le code HTML, les délimiteurs tels que body et voilà s'appellent. Alors là c'est pareil, alors ça c'est plus que du gâteau, c'est une question niveau quasiment collège maintenant. Donc ça s'appelle des balises. Vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas de progressivité. Là c'est quand même très pour moi maladroit.
cette question-là, elle devrait être la première, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, et après on peut rentrer dans des questions techniques, mais pédagogiquement parlant, c'est quand même bien de commencer par des questions faciles. Cette question-là est un petit peu plus technique, hein, très clairement. Quelle méthode d'envoi des paramètres est-il préférable d'utiliser pour un formulaire d'une page web destiné à demander à l'utilisateur un mot de passe pour se connecter? Le protocole utilisé est HTTPS. Donc on nous propose la méthode password, la méthode crypt, la méthode get, la méthode post. Alors ici, honnêtement, vous n'êtes pas sûr, Bilal. Je ne comprends pas ce que vous m'avez dit là. Pour ma part, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? Je n'ai pas su à quel moment vous avez raconté. Ok. Maintenant, vous en êtes sûr? Il faut que ce soit clair. PHP, c'est côté serveur, justement, et tout le reste, ça se passe côté client. Alors, question, qu'est-ce que vous avez répondu sur la question D5? Et je repose la question. Enzo, tiens, vous allez répondre en premier. Ah, zut, il y a des gens qui ont répondu. La méthode get. C et D, Maxime. JB, vous avez mis post. Voilà, c'est pareil, je vais faire vœu un petit peu de... Bah oui, voilà, alors merci Arthur, c'est exactement ça que je voulais dire. Alors sur le... Tiens, et Jordan, vous êtes là ou pas? Jordan, vous avez répondu quoi? Vous qui vouliez absolument... enfin, qui m'avez fait la remarque justement qu'il fallait parler de... Vous avez répondu quoi à cette question-là, Jordan? Post, get, et après on nous parle de méthode crypt et password. Ah, quelle question? C'est la question D5. D5. Parce que je vous avouerai, alors je vais peut-être vous dévoiler quelque chose, mais vous savez plus, vous n'avez pas votre fichier sous la main? Bon, sinon on va le voir. Alors bon, moi je vais dire, je vais être très honnête. Alors, honnêtement, cette année, moi il y avait beaucoup de choses qui étaient tout à fait nouvelles pour moi. Alors, sur la programmation, ça me pose pas trop de problèmes. Le seul truc, c'est qu'il fallait que je change de langage et que j'arrive pas à me dire ma phrase. Ne connaissant pas énormément Python, c'était une des angoisses justement sur lesquelles, bon, ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Au final, je m'en suis largement sorti et puis maintenant sur Python, je commence à avoir fait le tour sans trop de problèmes. Vous avez répondu A. Ok, alors c'est quoi A? Est-ce que vous connaissez ce genre de choses-là? Parce que, alors, moi, il y a plein de domaines dans le programme de NSI qui sont quand même beaucoup plus techniques que le programme d'ISN, et il y a plein de domaines sur lesquels, oh, je vous avouerai, je ne suis pas, je suis pas béton, on va dire, hein, loin de là. Et donc, cette année, mon angoisse avec vous, c'était quand même que je me fasse coincer un certain nombre de fois sur des choses que je ne maîtrise pas. Et globalement, ça va, je m'en suis à peu près sorti. Mais il y a quand même pas mal de choses. Moi, personnellement, quand on me parle de crypt et password, eh ben, je vais y être honnête, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de cette chose-là. Alors, pourquoi je n'ai jamais entendu parler de cette chose-là? Par ignorance, très clairement, mais surtout parce que, en fait, les deux choses, les deux points qui sont au niveau du programme, c'est de parler de la méthode get et de la méthode post. Donc, en dehors de ces deux choses-là, je ne suis pas allé chercher ailleurs. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, c'est pour ça que je pose la question justement avant. Et il y a peut-être quelque chose
Alors bah moi je suis pas au courant, Jordan. Alors peut-être que vous l'avez vu effectivement. Alors quand j'ai parlé de HTTPS, euh, voilà, vous allez relire ce qui est écrit dans le TP, mais a priori, bon, voilà, moi je n'ai pas. Et puis d'autant plus que ça n'est pas au programme. Donc là, ça me. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Alors la question c'est est-ce que. Bon, moi j'ai répondu post, hein, très clairement. La différence entre get et post, c'est que get en l'occurrence, les données, comment dire, elles sont visibles. En fait, quand vous faites une méthode guest dans l'URL de la réponse, vous avez en fait dans l'URL, vous avez les données rentrées. Donc en termes de sécurité, c'est quand même pas très très bon. Donc moi j'ai répondu post. Alors attention, ouais Jordan, vous confondez deux choses là. Il y a deux choses différentes. Il y a l'affichage dans le formulaire. Dans un formulaire, effectivement, on a une balise qui s'appelle, dans les inputs, on a un truc qui s'appelle password. Mais le password, évidemment, dans ce input, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que tous les caractères qui sont tapés ne sont pas affichés et sont remplacés par des ronds. C'est à ça que vous faites référence, je pense, Jordan. Mais ça n'a rien à voir. Si vous voulez, c'est de l'affichage à l'intérieur de la page HTML. La question, c'est quand vous allez communiquer avec le serveur, de quelle manière vous allez communiquer. Donc pour moi, je pense que très clairement, alors je ne suis pas, j'irai regarder sur Internet, est-ce que ça existe, mais je pense que ça fait référence plutôt effectivement à un type de balise input. Et effectivement, bah oui, quand on a un password, bah, je veux pas que le mot de passe, quand je tape des caractères, je veux pas que ça s'affiche. Mais ça, c'est vraiment du côté client, hein, c'est-à-dire ça se passe à l'intérieur du navigateur. C'est l'interprétation justement du navigateur qui va afficher ou non les caractères suivant la balise input. Donc dans le programme, la méthode get et la méthode post, ici, c'est quand même très différent. C'est la manière dont vous allez communiquer avec le serveur, entre le client et le serveur. La question, c'est justement, est-ce que les données sont sensibles ou pas? C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Vous arrivez sur... imaginons qu'on ait un serveur pour consulter, bah voilà, les serveurs des E3C, pour consulter justement l'ensemble des sujets des E3C. Vous faites une petite balise input pour donner le numéro justement du sujet que vous voulez afficher. Le numéro du sujet, honnêtement, ça n'est pas du tout une donnée sensible. On s'en contrefiche de savoir que quelqu'un puisse voir quel est le numéro justement du sujet que vous avez choisi. Donc ça, ce sont des données justement que vous pouvez passer en clair. D'accord? Si quelqu'un accède au numéro justement de la page du sujet que vous voulez afficher, ben, ça ne pose aucun problème. Par contre, quand vous donnez un mot de passe, quand vous remplissez un formulaire et qu'à la fin un formulaire d'inscription et que vous rentrez un mot de passe, ce mot de passe, il doit véhiculer en fait à travers le réseau de manière cryptée. C'est-à-dire qu'un utilisateur standard, pas dire un utilisateur malveillant, qui voudrait récupérer votre mot de passe, il ne faut pas que ce soit accessible. Et donc la méthode qui permet justement de faire cette chose-là et de crypter justement les données, c'est la méthode POST, a priori. Donc moi j'ai répondu D, alors je suis à peu près sûr 99% que c'est la bonne réponse, mais je m'octroie 1% quand même de doute. Ok? On est d'accord, Jordan? Ok. Bon, voilà, moi c'est mon interprétation. Alors après, vous avez le droit de faire des recherches sur Internet et de dire que ce que je racontais c'était faux. Et voilà, ça arrive à tout le monde, surtout en informatique, hein, parce que c'est quand même un domaine très très large. C'est pas comme les maths, si vous voulez, les maths, ça n'évolue pas beaucoup, hein, ou ça évolue sur des niveaux où je suis complètement largué, donc du coup, on se retrouve tous les deux au même niveau et ça n'arrive pas. Question D6, on a un formulaire HTML, blablabla, ok. Et question aussi un petit peu technique, le prénom entré par l'utilisateur est contenu dans. Alors question, qu'est-ce que vous avez répondu à cette question-là?
Bon, je vais donner ma réponse. Moi, d'après moi, alors vous voyez, forme blablabla, vous avez un input ici, prénom, deux points, donc ça c'est du texte, et vous avez un input ici, donc c'est là que vous allez rentrer votre prénom, et il y a un ID qui s'appelle champ 1, donc moi, personnellement, j'ai répondu ça. Donc il n'y a pas d'élément nommé prénom. Si, l'élément nommé prénom, c'est le formulaire. Ok. Bon, j'attends, j'espère que personne va me dire, ah non, mais c'est pas du tout ça. L'élément nommé prénom, en fait les autres, donc l'élément nommé prénom, c'est le formulaire qui s'appelle prénom. L'élément dont l'attribut value est envoi du prénom, donc value, envoi du prénom, c'est le dernier input avec le submit. Donc ça c'est un, hop, permet d'envoyer justement les réponses. Donc c'est pas là où il y a le prénom. Et l'élément dont l'attribut type est hidden, donc ça c'est un truc caché, bah ici, c'est pas là qu'on rentre le prénom en tout cas. Ok, donc pour moi c'est la réponse A. Je vous laisse faire le sous-total. 11h54, il faut que j'avance un tout petit peu. Alors je vous dirai que la suite, je suis pas... Je me suis arrêté... Le F, je ne l'ai pas fait. Alors, architecture matérielle et système d'exploitation. À mon sens, ici, on a un... comment dire, un thème qui est loin d'être le plus facile. Alors, il y a des questions qui sont faciles, notamment la première. Donc, dans un système Linux, on dispose d'un répertoire racine contenant deux répertoires documents et sauvegarde. On se trouve dans le répertoire documents où figure un fichier nsi.txt. Donc moi personnellement je me suis fait un petit schéma sur mon brouillon. Quelle commande permet de créer une copie nommée nsi2.txt de ce fichier dans le répertoire sauvegarde? Bon, si on est dans le répertoire documents et qu'on veut aller dans le répertoire sauvegarde, donc là il n'y a pas d'ambiguïté, hein, la commande on ne vous demande pas de la connaître, c'est cp. Ça c'est le nom du fichier que je veux copier, et puis ensuite c'est le chemin justement du fichier où je veux l'enregistrer. Donc en réalité cette question c'est plutôt une question sur la navigation à l'intérieur d'un, comment dire, d'une arborescence de fichiers. Voilà. Donc si je suis dans le répertoire documents, ce que je dois faire d'abord c'est remonter d'un cran. Remonter d'un cran c'est donc 2 points tout court, pardon. Slash, ensuite il faut que je descende d'un cran, il faut que j'aille dans sauvegarde, et ensuite il faut que je fasse N, et ça c'est le nom du fichier en question. Donc pour moi la bonne réponse c'est celle-ci. On est d'accord? Ok. Question E2. Alors, question qui est un tout petit peu à la limite, à mon avis, du programme. En fait, c'est un mélange de culture générale et de questions du cours. Donc, on nous donne un ordinateur possède les caractéristiques matérielles suivantes. Donc, on a de la mémoire DDR SDRAM 8 Go. Anté-mémoire, mémoire cache 1 mégaoctet, disque dur SSD 1 teraoctet. Parmi les classements ci-dessous, lequel est celui de l'accès mémoire le plus rapide au moins rapide? Donc en fait, c'est plutôt de la... Enfin, c'est un peu de la culture générale, je suis pas au bon endroit, mais c'est-à-dire quand on nous donne des choses, en fait, il faut savoir à quoi correspond. Donc il faut savoir ce que c'est qu'une mémoire cache, il faut savoir ce que c'est de la RAM, et un disque dur, bon, même si vous ne savez pas ce que c'est un SSD, bon, c'est pas très grave. Et donc, savoir ce que c'est qu'un disque dur. Donc, la question, c'est quel est l'ordre, justement, là-dessus, du plus rapide au moins rapide. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mémoire cache, ce qu'on appelle un cache, c'est une cellule de mémoire qui est située juste à côté du processeur. D'accord ? Et justement, pourquoi elle est située juste à côté du processeur? C'est pour être très rapide, parce que les flux d'informations à l'intérieur d'un réseau, quel qu'il soit, là c'est un réseau de cuivre et compagnie, etc., dans une carte
voilà, dans un circuit imprimé. Mais ça a un temps, ça a un coût. Donc évidemment, le fait d'être très près, on gagne du temps. Donc pour moi, c'est celle-ci la plus rapide. Ensuite, on a la RAM étant justement les données qui sont accessibles rapidement, que je n'ai pas besoin de stocker sur un disque dur. Donc c'est anti-mémoire le premier, ensuite c'est la RAM, et ensuite c'est un disque dur, c'est-à-dire la réponse A. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, j'attends la réponse d'Enzo. J'ai pas répondu. Enzo, corrigez-moi ça. J'ai pas répondu. C'est l'auxiliaire à voir, ça s'accorde pas. Et puis jusqu'à nouvel ordre, Enzo, vous êtes un garçon, donc répondu, c'est U. Il n'y a pas de E. Voilà, merci, c'est parfait. Je continue. Question E3. À partir du dossier blablabla, quelle commande permet de rejoindre le dossier, ça c'est une question spéciale pour Tilan, le dossier hack réponse. Donc si je suis ici, je dois remonter 2 fois pour redescendre après. Donc la bonne réponse ici, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est celle-ci, la D. Je n'arrive pas. Ok. Allez, j'avance un tout petit peu. Alors ça c'est une question ici. Alors là, je vais vous demander ce que vous avez répondu. Et je vais vous dire ce que beaucoup de collègues de NSI qui ont râlé sur cette question. Donc l'adresse IP du site www.education.gouv.fr est 185.75.143.24. Quel dispositif permet d'associer l'adresse IP et l'URL, blablabla. Ok, donc vous avez répondu B, Maxime. Les autres, vous avez répondu quoi? La B. La D. Ah ben Clément, vous êtes là. Vous n'êtes pas manifesté, donc il faut que j'enlève votre absence du coup. Léonore, j'attends votre réponse. B. Alors, écoutez, alors désolé Clément, mais vos camarades ont raison. C'est bien la réponse B, c'est donc un DNS. Le DNS, ça veut dire Domain Name System. Et c'est donc justement ce système qui permet de, quand vous tapez une adresse, une URL sur une adresse ou une URL, qui va faire la conversion justement entre le nom au début du site et, on va dire, l'adresse écrite en français et l'adresse IP correspondant au site en question. Ok. Alors le seul problème, c'est que, bon, c'est très bien si vous répondez B, mais ça, c'est pas au programme de la classe de première. C'est au programme de la classe de SNT de seconde. Et vous, techniquement, vous n'avez pas fait SNT en seconde. Voilà. Donc il y a pas mal de gens qui râlent. Donc cette question, bon, c'est pas trop compliqué, c'est un peu de la culture générale. Mais pour y répondre, vous êtes, voilà, c'est un peu hors programme. Question E5, dans un terminal sur Linux, quelle commande faut-il écrire pour donner à tout le monde le droit d'écriture sur un fichier information.py? Alors moi, je vais vous donner, dire les choses comme elles le sont. Par cœur, je m'en souviens pas en fait de ce genre de choses-là. Donc moi, personnellement, j'aurais... Alors très clairement, il y a des choses qui ne sont pas très compliquées à comprendre. C'est le droit d'écriture, c'est un W, c'est write. Donc c'est la réponse A ou la réponse B. Mais ici, par cœur, je ne m'en souviens pas des attributs de change mode. Donc vous voyez, si j'étais à votre place, je dirais, là, il faudrait que j'aille revoir mon cours parce que je ne m'en souviens pas par cœur. Merci Tilan, donc c'est très bien, mais... Donc moi je suis honnête, moi j'aurais rien répondu ici. Donc ça veut dire que c'est la réponse B, Tilan, c'est ça que vous voulez dire? Et le O, c'est quoi déjà? Il me semble, vous voyez que vous n'en êtes pas convaincu. Donc moi j'en suis pas certain à 100%.
Donc c'est entre la A et la B. Donc là, il faut aller regarder dans le cours. Honnêtement, donc là, je suis honnête, hein, il faut que j'aille regarder le cours. Et ici, moi, je ne répondrai pas. Ok, et question E6. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu quand même? L'objectif, c'est de faire quand même le corriger. Donc, il faudrait aller voir dans le cours justement quelle est la bonne réponse à cet endroit-là. Hop, excusez-moi, c'est pas chez vous en fait, qu'il se passe des choses. Reste du monde et A représente l'ensemble de toutes les galeries. Donc, c'est d'après ce que vous me racontez. La question est donner à tout le monde le droit d'écriture sur un fichier. Donc, c'est la réponse B. On est d'accord, Tilane? Vous avez copié sur Internet. Très bien. Non, mais Tilane, j'aurais pu faire la même chose, hein, mais là j'ai été honnête, hein, si c'est pour aller regarder dans le cours, et ben voilà, ça fait partie de l'exercice, et il y a des trucs et des questions sur lesquelles, sur le moment, vous en souvenez pas par cœur, et il faut le faire. On est d'accord, Tilane, quand même, que la bonne réponse, c'est la B alors. D'après Internet, oui, bon. On peut faire confiance à Google, je pense, là-dessus. Dernière question, quelle commande permet de connaître le répertoire courant? Alors, change mode, a priori, la réponse est non. CD, c'est pour change directory, donc a priori non. Alors après, je ne sais pas ce que vous avez répondu. Tac, tac, PWD. LS, ça fait quoi? C'est ça qu'il faut savoir, du coup. Faut se souvenir du mot ls. Pourquoi else? Voilà, c'est liste. Voilà, ça liste les fichiers du répertoire courant. Donc le problème, c'est que vous avez les données du répertoire courant, mais vous n'avez pas le chemin. Donc du coup, ça ne permet pas de répondre à la question. Ok, donc c'est effectivement la réponse C. Bon, 12h06, très bien. Maintenant, langage de programmation. Donc là, j'ai pas les réponses directement, mais on va les faire ensemble. A priori, ça devrait être bon. Moi, personnellement, le plus dur pour moi, c'est le thème E. Le thème E, et puis le thème D aussi, interaction entre l'homme et la machine. Pourtant, c'est un thème très actuel, mais je suis pas hyper à l'aise là-dessus. Alors, je vais attendre ce que nous raconte Arthur. Ah ouais, ben Arthur, c'est pas étonnant, hein, Puis moi, quand j'ai fait le cours, j'ai bien senti, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'architecture, on en a fait quand même assez. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas de langage, il n'y avait pas de questions sur du langage de l'assembleur, hein, parce que ça pourrait, hein, il y en a d'autres. Hein. Quand je vous ai fait faire justement le QCM de Genumci, là, il y avait des questions en assembleur, hein, donc c'est quand même pas tout à fait évident. Donc très clairement, c'est un thème qui est très technique, et quand j'ai fait le cours, j'ai bien senti que j'expliquais des choses qui n'étaient pas, on va dire, c'était pas la panacée, c'était pas le gros intérêt, on va dire, c'est pas les séances de cours qui ont été les plus difficiles pour moi avec vous. Déjà parce qu'elles sont difficiles en soi, et puis parce que je sens bien que c'est un thème qui n'accroche pas trop. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, mais pour l'année prochaine, on va faire beaucoup de choses théoriques quand même dans ce thème-là. Voilà. Allez, j'avance, on va essayer de terminer ce sujet. Donc, langage de programmation. Quel est le seul langage de programmation parmi les propositions suivantes? Alors, ça, c'est du gâteau. Quel est le seul langage de programmation? Alors, non, c'est pas le C, là, en l'occurrence. C'est une mauvaise réponse, JB. Ah non, c'est la réponse C, d'accord. Ok, oui. Donc, c'est évidemment le C++. Le langage C, alors ça tombe bien parce que vous en avez fait un petit peu avec moi, du langage C. Alors vous n'avez pas fait du C++. Même chose, ça c'est hors programme. Hein. Qui mettent du C, on est d'accord, mais le C++ c'est du C orienté objet. Donc c'est du programme de la terminale.
JavaScript, pourquoi vous me parlez de JavaScript, Tilan? Il n'y a pas JavaScript là. Donc la réponse c'est la C. Question F2, donc on a ce script suivant, donc n est égal à 6, s est égal à 0. Tant que n est supérieur ou égal à 0, on fait s prend pour valeur s plus n. D'accord? Et je décrémente n de 1. Donc on peut dérouler ici le programme, s vaut 0. Ensuite, je vais rajouter 6, n prend pour valeur 5, je vais rajouter 5, je vais rajouter 4, je vais rajouter 3, 2, 1, jusqu'à 0. Que contient la variable s à la fin de cette exécution? Donc en fait, elle va contenir la variable s, elle s'appelle s d'ailleurs parce que c'est une somme, elle va me faire la somme des entiers de 0 à 6 techniquement. Bon, il faut la calculer, ça fait 6 fois 5 divisé par 2, ça fait donc 15. La bonne réponse est la C. On est d'accord là-dessus? Parce que j'ai des notifications sur Discord, vous voyez, mais c'est pas vous, c'est les terminales. Question F3. La documentation de la bibliothèque random de Python précise que random.randint AB renvoie blablabla. Afin d'obtenir un entier choisi aléatoirement dans l'ensemble -4, -2, 0, 2, 4. Après avoir importé la librairie random de Python, on peut utiliser l'instruction. Bon, bah là, ici, en fait, alors désolé, mais en fait, pour moi, c'est pas une question d'informatique, c'est une question de... Vous n'êtes pas d'accord? Pourtant, c'est du n plus 1 sur 2. Ah non, 6 fois 7. Ah oui, vous avez raison, pardon, excusez-moi, c'est 6 fois 7, 42 divisé par 2, 21. Vous avez tout à fait raison, Arthur, merci de votre vigilance. J'ai fait du 6 fois 5 sur 2 rapidement. Donc, c'est non, c'est 6 fois 7. C'est n plus 1 sur 2. Vous avez tout à fait raison. C'est donc la D. Erreur d'indice de ma part. C'est pas comme si c'était des maths, c'est pas comme si j'étais prof de maths. Alors, cette question-là, moi je la trouve clairement hors programme, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait en seconde. C'est de la modélisation. Alors, bon, vous connaissez quand même le... Donc, c'est pas impossible d'y répondre, hein, mais bon, je ne la trouve pas non plus tout à fait appropriée. C'est pas une question d'informatique, directement. Alors, cependant, hein, si je prends un entier aléatoire entre 0 et 8, ici, et que je divise par 2, alors évidemment, j'ai... Hein, bon, voilà. Mais si je divise par 2, déjà, je n'obtiendrai pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça marche pas. Ensuite, si je prends des entiers entre 0 et 8, que je divise par 2 moins 4, alors ici, je peux me poser la question de savoir ce que ça va donner sur la division, ici. Ok. Ensuite, ici, j'ai 0, un entier aléatoire fois 2. Donc ici, si je suis entre 0 et 4 fois 2, je vais être entre 0 et 8. Entre 0 et 8, moins 2, je vais être entre moins 2 et 6. Mais par contre, je vais prendre toutes les valeurs entre moins 2 et 6. Donc ça ne marche pas. Et si je prends cette chose-là, random, rand, int, 0 et 4, moins 2. Donc là, je suis entre 0 et 4. Si je fais moins 2, je suis entre moins 2 et 2, compris. Et si je fais le tout fois 2, ça va faire du moins 2. Non, moins 4, pardon, moins 2. Donc la bonne réponse ici, c'est la D. On est d'accord, Arthur? Donc F3, c'est la D. Bon, celle-ci, hein, ici, la division n'étant pas entière, on a un problème. Le résultat ici, en fait, est un flottant. Pour les deux premières. Alors Enzo, si vous aviez cette épreuve-là à faire, absolument pas au hasard, jamais au hasard. Hein. Je rappelle que les points négatifs, moins 0,25, sont faits justement pour que si vous tirez au hasard, techniquement, vous avez intérêt à ne pas répondre. C'est plus rentable que de répondre au hasard, Enzo. Faites un petit peu de proba. Faites une petite variable aléatoire qui prend 3 valeurs. Elle prend soit 1, soit 0,
et moins 0,25. Vous mettez les probabilités correspondantes et vous calculez l'espérance mathématique de cette variable aléatoire et vous verrez que, a priori, justement, ça vaut 0. Donc, vous avez tout à fait intérêt. C'est même moins un tiers, c'est indiqué au début. Ah bah tiens, j'avais même pas remarqué ça. Ah oui, oui, d'accord, vous modifiez les valeurs, d'accord. 3 points si je choisis la bonne réponse. Ah oui, pardon, excusez-moi, je vous ai fait n'importe quoi. Donc c'est moins un tiers, effectivement, oui. Ah oui, sur la manière de compter les points, j'ai été... Si la note finale s'obtient en divisant le nombre total des points par 6,3 et en arrondissant à l'entier supérieur. Bon, je vous laisse... c'est un petit algorithme au passage, hein, ici. Hein. Donc je vous laisserai effectivement vous évaluer correctement. J'ai raconté n'importe quoi sur le moins 0,25. C'est moins un tiers. Alors, cependant, le moins un tiers correspond justement au fait que pour obtenir une espérance nulle. C'est le principe. Donc je continue mes corrections. Ça c'est fait. F3. F4. Hop là. Tac. On définit la fonction suivante. F de AB. Assert B. Point d'interrogation égale 0. Blablabla. Résulte égale A sur B. Return result. Combien-t-on en exécutant la commande R est égale à F de 4, 0. Alors ça c'est pareil. C'est des choses que j'ai exprimées justement dans le cours. J'ai bien senti que c'était pas votre passion au moment où je vous l'ai donné. Et donc, mais malheureusement, ça fait partie du programme. Donc les assertions, en fait, vous permettent de gérer des erreurs. Ici, très clairement, on va faire la division de A par B. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc avant d'exécuter et d'effectuer cette fonction, ça permet justement de vérifier ce qu'on appelle les préconditions, vérifier que B est différent de 0. Donc, quand j'exécute f de 4, 0, je suis en train d'exécuter ma fonction avec b est égal à 0. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est cette assertion-là qui va couper l'exécution de la fonction. Donc, je ne passe pas dans ces lignes-là. Alors, on nous propose une erreur 0 division erreur. Non, justement, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est l'assertion qui va empêcher, justement, d'avoir cette erreur. Donc c'est soit ça, et ça va nous afficher justement le texte correspondant, donc ça va nous afficher le deuxième argument est nul, blablabla, et la variable R prend la valeur 0, non. Alors, et l'arrêt de l'exécution, donc la bonne réponse c'est celle-ci. R, justement, n'est pas affecté, puisqu'on ne passe pas dans ces lignes d'exécution. Hein. La bonne réponse, c'est la D. Pas de questions là-dessus? Ok. Ensuite, dernière F5, on a une fonction f de x, y. X est égal à x plus y. Alors ça, c'est des questions très techniques. Hein. Donc là, il faut le dérouler. Si je prends la valeur de renvoyée par l'appel de la fonction 2019-2020, donc ici, x prend pour valeur x plus y. Donc ça veut dire qu'en fait, le meilleur moyen pour moi ici, c'est vraiment, vous faites une petite case, vous avez votre variable x, vous avez votre variable y, et vous remplacez au fur et à mesure. Donc au début, vous avez 2019 et 2020 dans chacune. Ensuite, x prend pour valeur x plus y, donc je fais 2020 plus 2019, vérifiez que ce que je raconte. Hein, ça fait donc 4039 dans x. Ensuite, je fais y prend pour valeur x moins y, donc dans x, j'ai 4039 moins 2020, ça me fait donc du 2019 dans y. Et dans x, je fais x moins y, donc j'ai 4039 dans x et j'ai 2019 dans y. Donc dans x, j'obtiens 2020. Donc en sortie, moi j'ai 2020 dans x et j'ai 2019 dans y. Et c'est-à-dire que la bonne réponse est la réponse C. On est d'accord là-dessus ?
Ok. Donc là, il faut le dérouler, hein. Très bien. Question F6. T est un tableau de nombres entiers non vides. Que représente la valeur de S renvoyée par cette fonction? Donc là, il y a une fonction mystère. S est égal à 0 for K in T. Donc je vais parcourir tous les éléments de mon tableau d'entier. If K% égale 0, ça veut dire que c'est le reste de la division euclidienne par 2. Donc si le reste de la division euclidienne par 2 est égal à 0, ça veut dire que mon nombre est pair. Et donc je fais S est égal à S plus K. Donc S s'appelle S une fois de plus. Alors ça, on est entre la programmation, entre l'informatique et les maths. Bon, si on l'appelle S parce que c'est une somme. Et donc ce que je vais avoir dans S, return S, c'est la somme des nombres pairs de mon tableau T. Donc après, c'est la réponse donc D. Ok? Je vous laisse faire le sous-total. Excusez-moi, c'était 3 points par bonne réponse, moins 1 par mauvaise réponse. Et vous faites le sous-total à chaque fois. Et il nous reste un dernier thème à traiter, l'algorithmique. Alors, pour pouvoir utiliser un algorithme de recherche par dichotomie dans une liste, quelle précondition doit être vraie? Alors, notez qu'il y a une histoire de précondition. Donc, pour que ce soit par dichotomie, quelle est la précondition d'après vous? Alors là, c'est presque une question de cours. Pour rechercher dans un dictionnaire, si vous voulez, un dictionnaire au sens du français. Quelle est la bonne réponse? J'ai pas de réponse là, tiens. Ah, ouais, très bien, c'est ça, évidemment, pour pouvoir utiliser une dichotomie dans un dictionnaire, il faut que si vous voulez, il faut que les nombres soient rangés dans l'ordre croissant. Alors, elle doit être triée, pas forcément dans l'ordre croissant d'ailleurs, mais dans le dictionnaire, si les noms sont mis au hasard, le dictionnaire, il sert à rien. Donc, c'est évidemment la réponse A. On exécute le script suivant. Bon. Combien de fois le mot NSI est affiché? Ça, c'est toujours pareil. Alors, attention, ici, c'est plus une question de dénombrement. Donc, I va parcourir les entiers de 0 à n-1. Donc, j'ai n passages ici. Et ensuite, J va prendre pour valeur les entiers de 0 à i-1. Donc, en fait, j'ai i passages ici à chaque fois dans cette boucle-là. Donc, allons-y. I vaut 0, je fais 0 passage ici. Non, j'ai qu'une seule valeur, c'est J qui vaut 0, pardon. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Quand I vaut 0, oui, non, j'ai qu'une seule valeur, c'est 0, je raconte bien. Donc ici, je fais un passage. Ensuite, quand I vaut 1, je vais faire 2 passages. Et attendez, je suis en train de m'embrouiller tout seul. Blablabla. Bla, bla, bla. Vous me dites que c'est la réponse C. Oui, donc ce que je récupère, en fait, il y a pour I est égal à 0, c'est toujours un petit peu casse-pied. Donc évidemment, on a une somme, la réponse C. Donc ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que voilà, c'est qu'à chaque passage, à chaque valeur, quand ma valeur I augmente, en fait, je passe un cran de plus à chaque fois. Donc c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Et effectivement, la question, c'est à quel moment je m'arrête. Donc la dernière valeur ici pour I, c'est du n-1. Et attention, ici, quand je passe, donc I vaut n-1, donc ça c'est du range de n-1. Donc J va commencer à 0. En fait, j'ai n-1 valeur là-dedans. Donc la bonne réponse est la C, Enzo. Je suis d'accord avec vous. Si vous êtes d'accord avec moi également, ce sera parfait. J'ai pas de réponse. Oui, Enzo, vous êtes d'accord avec vous-même. Très bien. Merci. On considère la fonction suivante, trouver l'être, blablabla. Bon, c'est de la recherche. Donc, je vais parcourir,
voilà. If phrase de i égale lettre, index résultat est égal à i. Et la question que renvoie l'appel trouver lettre de Vive l'informatique E. En fait, la question ici qui est posée, c'est une recherche séquentielle très clairement à l'intérieur. Mais la question c'est est-ce qu'on prend la première instance de la lettre E ou est-ce qu'on prend la dernière instance de la lettre E? Et je vous pose la question, c'est la première ou la dernière d'après cet algorithme, cette fonction? Ouais, c'est la dernière, tout à fait. Donc ici, il faut les compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Donc c'est la réponse C. Hein, parce que ce que je récupère, c'est bien l'indice, justement, l'index de la dernière lettre. Ok, G4, je continue. Alors, quel code parmi les 4 proposés ci-dessous s'exécute-t-il en un temps linéaire en n? Alors, notez que ça, c'est une complexité, hein, une question de complexité, c'est-à-dire avec un temps d'exécution majoré par a fois n plus b. Alors là, vous voyez, moi, ça me donne des indications sur la manière de présenter les choses. Bon, en fait, je ne l'ai pas expliqué ça, le majoré par quelque chose, puisqu'on n'a pas la notation, je ne vois pas pourquoi on devrait en parler, puisqu'au final, quand on n'a pas les outils mathématiques pour le faire, c'est pas très bien. Ok, donc for i in range de n divisé par 2, for j in range de i plus 1n, print hello. Ok, for i in range de n, print hello. Ok, bon, vous avez répondu quoi, tiens? Alors moi je ne vais pas lire beaucoup plus loin. Bon, il faut quand même aller regarder ce qui se passe derrière, mais bon. La D, ok. Enzo, vous avez répondu quoi? J'ai pas répondu. Qui a répondu à cette question et lequel est un temps linéaire? En fait, les questions et je trouve les propositions, les 4 propositions sont mal choisies. J'ai répondu la B. En fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein. Il y a juste à savoir ce que c'est qu'un truc linéaire. Ben, ça, c'est linéaire. For in range de hello, vous allez passer combien de fois dans la boucle? Vous allez passer n fois exactement. Donc, la réponse, clairement, c'est la B. Après, là, si vous voulez, c'est des conditions qui sont carrées. C'est un peu triangulaire à cet endroit-là, en n sur 2, mais bon, ça reste quand même un truc un petit peu... si vous voulez, c'est un peu de ce style-là, de cette forme-là, voilà. D'accord? Donc ça, hein, il y a une formule du cours, c'est du n plus 1 sur 2. Donc là, c'est n moins 1 fois n sur 2. Donc c'est un quadratique. Ça, c'est quadratique. Ça, vous voyez, c'est une double liste déjà, donc ça, c'est quadratique également. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si ça, c'est accepté. Ouais, donc là, c'est un problème d'indentation et compagnie. Mais donc, pour le premier truc, ça marche. Très bien. Donc, enfin, voilà. Donc, en fait, les autres, je ne regarde même pas. Celle-là, elle est linéaire, donc c'est sûr que c'est celle-là. Avec 1 fois n plus 0. Oui, en fait, vous voyez, le fait qu'ils écrivent cette chose-là, à mon avis, ça embrouille les choses plus qu'autre chose. Si vous voulez, ça, c'est une notation qui s'appelle grand O de quelque chose. Et la notation grand O de quelque chose, c'est ce qui nous intéresse. Quand je vous dis c'est un algorithme linéaire, j'ai passé cette chose-là sous silence. Et à mon sens, l'écrire, ça complique les choses pour rien, inutilement. Donc c'est celui-là qui est linéaire, c'est évident. Bon, et puis je vais terminer parce que c'est la fin de l'heure. Combien d'échanges effectue la fonction Python suivante pour trier un tableau de 10 éléments dans le pire des cas? Donc, tree tab for i in range de blablabla. Donc, on va parcourir. Ok, sauf le premier. Voilà.
voilà, for i in range de length de table moins i. If table de j est strictement supérieure à table de j plus 1, on échange justement table de j et table de j plus 1. Ok, très bien. Dans le pire des cas. Donc dans le pire des cas, la question en fait c'est combien on fait de passages dans la boucle. Hein. Le pire des cas c'est je fais à chaque fois tous les échanges possibles et inimaginables. La question c'est combien on a fait justement quand on passe avec combien on a-t-on de passages dans la boucle. Donc pour i est égal à 1, j'en fais alors si mon tableau, 10 éléments, j'en fais donc 9 ici. On est d'accord? Pour i est égal à 2, je vais en faire 8, etc. Jusqu'à i est égal à length de table, auquel cas, ici, j'arrive à 0. 55, non. Comment vous obtenez 55 en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce que je dois calculer comme somme d'entiers? Vous êtes d'accord les autres avec ce que propose Enzo? Enzo, moi je répète, hein, i la première valeur c'est 1. Donc quand i vaut 1, j va prendre ici, donc j'ai 10 moins 1, ça me fait donc du 9. Donc j'ai 9 passages dans cette. Donc c'est 9 plus 8 plus 7 plus 6 jusqu'à 1. Vous pouvez additionner 0, mais ça ne change rien. Donc pour moi, j'ai donc 9 fois 10 divisé par 2, c'est-à-dire 45. Donc pour moi, c'est la B. Voilà, exactement. Donc ici, il y a deux possibilités. Hein, donc c'est soit, attention aux indices. Arthur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, puisque vous êtes mon référent bêtise aujourd'hui, quand je dis, enfin mon référent erreur? Au pire, alors maintenant que vous avez, alors le jour de l'épreuve, c'est pas faisable. Ok, donc au pire, il faut le tester. Hein. Je veux dire, vous faites un copier-coller. S'il y a un petit doute, là, vous voyez, hop, vous faites cette chose-là. La question, c'est, alors combien y a-t-il d'échanges? Il faut rajouter juste, vous voyez, hop, on fait un petit programme rapidement. Ah, bon, bah pas rapidement, parce que vous voyez, le problème, c'est qu'il y a de la mise en page à faire. Donc vous le faites à la maison et vous vérifiez justement cette chose-là. Et dernière question, pour rendre la monnaie, il est possible d'utiliser un algorithme glouton. C'est notre dernière séance de cours, la semaine dernière. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Avec un algorithme glouton, on rend la monnaie en commençant toujours par la pièce ayant la plus grande valeur possible et en procédant ensuite par valeur décroissante. Ok, je vais dire toutes les propositions. Avec un algorithme glouton, on rend la monnaie en commençant par la pièce de la plus petite valeur afin de maximiser le nombre de pièces rendues. Bah non, notre objectif c'est d'en rendre le moins possible. Donc là, la réponse est non. Quel que soit le type de pièce dans un pays donné, un algorithme glouton donne toujours la monnaie de manière optimale. Alors ça, si vous n'avez pas compris cette chose-là, bah, c'est que vous n'avez pas fait le TP. Parce que j'ai quand même largement insisté sur ça. Il faut que le système de monnaie soit canonique pour obtenir une réponse optimale. Et donc, un algorithme glouton procède en testant toutes les combinaisons possibles de pièces afin de trouver le rendu optimal. Bah, ça, c'est une question de base. La réponse est non, parce que justement, un algorithme glouton, tester toutes les combinaisons possibles, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop lourd en complexité. Et donc, un algorithme glouton, justement, ne parcourt pas toutes les possibilités. Hein. C'est vraiment des minimisations ou des maximisations, enfin des optimisations locales. Donc la bonne réponse ici était évidemment la A. Donc moi, il y a 3 questions sur lesquelles je n'aurais pas répondu, personnellement. Voilà. Je vous laisse donc vous auto-évaluer. Et alors, ce que j'aimerais bien que vous me fassiez pour jeudi, c'est tout de même, j'aimerais bien avoir un retour sur vos résultats, thème par thème, et la note globale. D'accord?
Alors, si vous voulez le donner en public, moi ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez le donner en privé, ça ne me dérange pas du tout non plus. Je ne le mettrai pas sur Pronote, c'est juste pour avoir un petit retour sur savoir quelle a été votre évaluation. 105 sur 126, mettez-moi une note sur 20 s'il vous plaît Arthur. Vous me faites le petit protocole justement de début, ça fait faire un petit peu d'algo. Et puis surtout, alors c'est très bien la note globale, et puis une note thème par thème, surtout c'est ça qui est intéressant pour vous également, pour savoir quels seraient les thèmes éventuels à retravailler. Et je pense même justement l'année prochaine, pourquoi pas commencer la première séance par 2 heures de QCM. Bah, bravo Arthur, très bien. Et pour les autres, je vous demanderai de faire la même chose. Pas maintenant, vous avez le temps, mais vous me le faites pour l'année prochaine. Bah, il a travaillé, Enzo. Voilà comment il a fait. Il a travaillé très sérieusement toute l'année, et puis il est intéressé par ce qui se passe. Il a fait tous les exercices, et toujours en approfondissant au maximum. Et du coup, bah, à la fin de l'année, il maîtrise très bien le sujet. Ah, du calcul. Ah, pardon, excusez-moi, Enzo. Bah, je vous laisse vous débrouiller. Enzo, vous lisez l'énoncé au début. Donc, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'arrête. Parce que j'ai un autre cours à 13h30. Là, c'est un peu compliqué. Donc, je vous laisse faire tous ces calculs-là. Et puis, je vous dis à jeudi. Et n'oubliez pas de préparer les questions. D'accord ? Voilà. Je vous souhaite une bonne journée également. De rien, Tilane.